Tout le monde est prêt, on y va. Donc, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents ce soir pour cette commission bien-être et performance du dirigeant. Je me permets juste de me représenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je suis Delphine Drouin, je suis directrice du cabinet de coaching B2B, qui est un cabinet spécialisé en santé et bien-être au travail. J'ai une formation autour de la psychologie positive au travail et donc ça fait écho avec mon invitée de ce soir qui est Catherine. Je vais vous présenter Catherine. L'idée, c'est qu'on puisse effectivement qu'elle puisse avoir le temps de vous présenter sa réflexion et sa présentation. Et puis, à la fin, vous pourrez poser toutes les questions. Et l'idée, c'était que vous ayez plus de temps pour poser vos questions en fin de présentation, si vous en êtes toutes et tous d'accord. Donc, je suis ravie. Merci, Catherine, de ta présence. C'est un vrai bonheur et un vrai soleil normand. Catherine fait partie des 100 barbares. Les 100 barbares, c'est ces trentenaires qui ont fondé des startups qui ont bousculé les schémas traditionnels. Elle est passionnée par la physique quantique, elle a une formation scientifique, elle est également diplômée d'un master en développement durable, domaine dans lequel elle travaille pendant plusieurs années. Comprenant qu'il est encore tôt pour avoir de l'impact à ce niveau-là, Catherine bifurque alors vers le digital. Cette thématique est encore émergente à l'époque où elle se lance dans le digital, mais elle est déjà très consciente que le digital va modifier nos sociétés. Elle plonge pendant plusieurs années au cœur de la digitalisation des sociétés et de notre société. Elle va en évaluer les risques et les opportunités. Et pour elle, elle considère que le développement durable et le digital sont profondément liés et qu'il y a un chemin pour réfléchir ensemble sur ces deux thématiques-là. Alors, elle est cosmopolite, elle vit à New York, à Paris, à Lisbonne, à Barcelone et elle va s'intéresser au sujet de la psychologie positive qu'elle considère comme être un levier d'action. De là, elle va faire le constat qu'en France, on a quand même souvent tendance à voir ce qui ne va pas, à voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, que les Français râlent souvent et qui sont parfois défaitistes. Et elle commence à aller explorer cette thématique de l'optimisme. En 2016, elle est convaincue qu'il est temps de donner aux Français l'envie d'agir et elle cofonde avec Olivier Toussaint et Monica Jouan l'optimisme.com. Le premier site français qui permet de mettre en avant des initiatives positives. Et le succès est immédiat en 2016. Catherine devient à cette époque-là la première influenceuse sur le sujet de l'optimisme. Elle considère que chacun est unique et que peu importe son métier et qu'on a tous notre chemin à faire vers l'optimisme. En 2017, c'est le monde de l'entreprise qui vient à elle et qui l'interpelle pour parler de ces sujets d'optimisme, mais au sein de l'entreprise. Est-ce qu'on peut parler de bonheur en entreprise? Est-ce qu'on a le droit même d'y penser? Peut-on parler de bien-être au travail? Comment les salariés peuvent-ils mieux se sentir dans leur entreprise? Alors, plutôt que de répondre arbitrairement à cette question, Catherine et son équipe vont proposer aux entreprises de s'engager sur des sujets pour échanger ensemble. Et donc, du coup, elle fait une plateforme collaborative. Elle fonde le club d'entreprise, l'optimisme.pro. Et c'est l'optimisme.pro va rassembler plus de 250 entreprises, des DG, des DRH, des responsables digitaux, des responsables d'innovation, des Chief Happiness Officers. On commence à parler de cette nouvelle fonction en 2017, des managers, pour partager leurs pratiques, leurs best practices et réfléchir ensemble de manière collaborative au futur du travail. Aujourd'hui, Catherine est très sollicitée. Elle a écrit 2 livres et elle sort son 3e livre là. Elle l'a annoncé hier sur LinkedIn. Aujourd'hui, elle intervient à la fois en France, mais à l'international, au sein d'entreprises, d'associations, mais aussi bien au Sénat, des collectivités territoriales. Et elle a cœur à parler de ce sujet sur le bonheur au travail. Donc, je suis absolument ravie que Catherine ait accepté mon invitation. Merci beaucoup, Catherine. Et je vais te laisser la parole pour présenter ce beau sujet qu'est la psychologie positive. Merci à toi.
Merci Delphine. Je me dis qu'il faut que je m'arrête là parce que l'introduction, c'est de plus en plus long en fait. Il va falloir que je modifie un truc parce que là, je commence à être en fin de trentaine. Donc, le côté trentenaire, à mon avis, il va falloir que, voilà, que je le revoie à un moment donné. Merci à tous. Merci d'être là pour un sujet qui peut paraître un peu hors norme, un peu hors moule, parfois sembler un peu fantasque. Tout à l'heure, quelqu'un parlait des textes que effectivement j'avais écrits pendant le confinement. Alors, je ne vais pas vous faire une pléiade de textes que je vais aligner les uns après les autres, on est d'accord. Je vais essayer de vous parler de l'optimisme tel que je le vois, en l'occurrence, tel qu'il me semble être un levier, en fait, une condition à la construction des entreprises de demain. Aussi d'aller chercher peut-être quelque chose de moins caricatural que ce qu'on peut voir, surtout quand on est dirigeant d'entreprise. On se dit qu'il faut pas forcément, on n'a pas forcément le temps de tout ça. Je vais vous partager mon écran. Est-ce que vous pouvez me dire et me valider que vous le voyez bien? Je veux bien que quelqu'un me fasse un C'est pouce. bon, C'est bon? ouais, Super. c'est bon. Et donc, je vais essayer de vous présenter peut-être un côté beaucoup moins caricatural que ce qu'on peut voir passer parfois sur ce sujet. Je vais donner des éléments de contexte, comme l'évoquait Delphine. On travaille avec énormément d'entreprises. Alors, je vous raconterai un peu comment on est arrivé à travailler à ce sujet pour derrière peut-être donner une sorte de définition de ce que c'est que l'optimisme, comment on peut l'utiliser en tant qu'outil et derrière d'expliquer aussi toute la valeur ajoutée d'un sujet comme ça à une ère où on est en train de réfléchir comment est-ce qu'on donne du sens à ses collaborateurs, comment est-ce qu'on fédère, comment on est un peu plus inclusif et je vous donnerai quelques clés à tout ça. Je vais peut-être commencer par une petite question. À votre avis, quel est le pourcentage d'actualité anxiogène dans les médias? Je me suis baladée surtout sur les médias de votre zone du Pacifique et je me suis dit que c'était un petit peu moins que côté métropole. Mais pour vous, à votre avis, le pourcentage d'actualité anxiogène dans les médias, c'est combien? Elle vous entend, hein, vous pouvez. Ah oui, pardon, je vous entends. Ouais. 90. 90. Oui, 95. 95, 90. 95. Ah, qui dit mieux? Bon, vous n'êtes pas très optimiste. En l'occurrence, c'est plutôt 75%. Alors, ces 75%, c'est pas monitoré, c'est nous qui l'avons monitoré. Ça fait 5 ans qu'on se pose la question, mais quel est le pourcentage d'actualités qu'on voit qui sont positifs ou négatifs? En l'occurrence, on se rend compte que à peu près 3 informations sur 4 sont négatives aujourd'hui. 3 informations sur 4, ça veut dire que notre pensée en permanence vient, dans notre pensée vient s'immiscer, le monde va mal, tout va mal. Mais pas que. À un moment donné, je me suis posé la question, et ça, tu ne l'as pas dit dans la bio, Delphine. Je me suis posé la question à un moment donné, pourquoi est-ce que le monde des médias, en l'occurrence, parle sans arrêt de ce qui ne va pas bien? Et j'en voulais beaucoup au monde médiatique, en me disant, mais c'est pas possible, ils nous montrent toujours le verre à moitié vide, ils nous montrent ce qui ne va pas. Mais en l'occurrence, ils nous montrent ce qui ne va pas, c'est parce qu'on va naturellement cliquer sur ça. C'est-à-dire qu'on va naturellement cliquer sur cette crise, ce meurtre, ces abus, parce qu'on a tous une sorte d'instinct de survie, donc on est censé connaître les dangers potentiels, et de deux, on est un peu warrior, et puis on se retrouve du coup avec des articles un peu comme ça, genre une fillette qui meurt écrasée par une botte de foin, un chat qui a été mis au micro-ondes, et ça, c'est des articles qui sont passés dans les premières pages de nos grands médias. Alors tout à l'heure, j'ai été regarder sur les différents médias, je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose de négatif aujourd'hui, mais bon, il y a quand même une perte de 76 millions quelque part. Mais tout ça pour vous dire que globalement, on est inondé, on est sursaturé d'informations négatives. Et ces informations négatives, il faut savoir qu'il y a de la science, en fait. Tout à l'heure, Delphine, toi, tu es une spécialiste de tout ce qui est psychologie positive. Il y a une science derrière tout ça. En moyenne, une information négative se retient entre 2 et 13 fois plus qu'une information positive. Souvent, on donne la médiane, on dit une information négative se retient 5 fois plus qu'une information positive. Et du coup, voilà, la question, c'est comment est-ce qu'on fait derrière en tant que dirigeant d'entreprise, en tant parfois que collaborateur, salarié, pour essayer d'aller un peu mieux au quotidien. Et ça, c'est quelque chose contre lequel j'ai milité. Et à un moment donné, je suis passée aussi en étant coach dans une émission sur Europe 1, et je me rendais compte en fait que si les journalistes proposaient ce type de contenu, c'est parce que nous, on cliquait dessus, en fait. Donc, c'était une sorte de serpent qui se mordait la queue, et ce qui fait qu'on est assailli en permanence d'informations anxiogènes. En plus, quelque chose qui est très
très curieux, c'est que je me disais, mais c'est pas possible, à réalité égale, à collaborateur égal, il y en a qui ont l'impression que tout va bien et il y en a d'autres qui ont l'impression que tout va pas. Cette thématique justement que Delphine évoque de la qualité de vie au travail, du bien-être en entreprise, cette commission en fait, moi j'ai l'impression que toutes les entreprises en parlent aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai éduqué mon algorithme, c'est-à-dire que mon Internet va me proposer ce que j'ai envie de lire en permanence. Donc, c'est-à-dire que plus je consomme ce type d'article, plus Internet me propose ce type d'article. Sauf que ce qui se passe, c'est que des collaborateurs, des dirigeants confrères ou autres qui ne voient jamais passer, ils ne peuvent jamais voir ce type d'article en fait passer tout simplement parce qu'ils ne le consomment jamais. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Internet, qui est censé nous ouvrir quand même sur le monde, nous permettre la rencontre, la connexion, comme on est connecté d'ailleurs aujourd'hui, nous renferme sur une vision de nous-mêmes, en fait. C'est-à-dire que pour moi, je connais plus d'entreprises presque qui ne s'engagent pas parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont incroyables absolument partout et qui essaient de faire avancer la thématique. Autre problème de l'algorithme, et ça je pense que c'est important de le dire, c'est que pour tous les sujets, tout devient très binaire. C'est-à-dire qu'autrefois, vous saviez, quand vous publiez quelque chose sur les réseaux sociaux, les commentaires étaient mis par ordre chronologique. Vous voyez, c'était sur le haut de la pile, le commentaire le plus récent. Maintenant, on peut liker les commentaires. Donc, par exemple, Delphine, tu disais, voilà, hier j'ai publié un post sur LinkedIn, un réseau social, et sur le haut de la pile, en fait, vont tomber les commentaires qui ont été le plus likés. Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours que les commentaires les plus likés, quand c'est une cause un peu nouvelle, que ce soit la cause LGBT, développement durable, bien-être en entreprise, tous ces sujets un peu décalés, pas forcément évidents pour tout le monde, sur le haut de la pile, on trouve toujours les commentaires les plus agressifs qui vont générer des émotions. C'est-à-dire qu'on va trouver bande de grands crétins, il n'y a pas de problème, par exemple, ou les mecs, on va tout changer, on va tout dévaster. Et parce que, comme c'est des commentaires qui vont générer de l'émotion, on va les liker plus que les autres et on va avoir l'impression que le monde est complètement binaire. Optimisme, on y croit ou on n'y croit pas. Donc, on est soit pessimiste, soit optimiste. Quand on s'adresse dans la QVT, c'est soit une sorte de fumisterie, enfin, QVT, c'est qualité de vie au travail. Donc, c'est soit une sorte de fumisterie, soit c'est une sorte d'évidence, en l'occurrence. Pareil pour la cause environnementale et pareil pour tous les nouveaux sujets qui sont toujours en train d'émerger. Donc, qu'est-ce qui se passe? En fait, si je vais résumer, c'est que pour l'optimisme, soit on va avoir des gens qui vont dresser un algorithme, peut-être voir des initiatives positives, à suivre des personnalités inspirantes et qui vont se dire le monde ne va pas si mal, ou des gens qui, à l'opposé, vont se dire que tout va mal et que vraiment, c'est perdu pour perdu. Dernier point, pour vous expliquer où on en est en matière d'optimisme, c'est-à-dire que même nos imaginaires, en l'occurrence, nos imaginaires collectifs sont baignés dans des scénarios catastrophes. Vous regardez tous les grands films qui passent souvent au cinéma, les séries. Alors, je ne vous parle pas des films de Noël parce qu'on a cette petite fenêtre de tir pendant 1 mois et demi où on a les comédies romantiques de Noël, voilà, que j'invite tout le monde à regarder parce que ça fait du bien. Mais souvent, on est dans des Black Mirror, vous savez, ces séries, ces dystopies où on se dit qu'il va y avoir des scénarios catastrophes et Squid Game que j'ai pas regardé, mais quand j'ai vu le résumé, je me suis dit oh là là, ça va me faire peur ce truc, ça va pas me donner une vraie dose d'optimisme. Mais tout ça pour vous dire que notre imaginaire, en fait, nos séries nous font plonger dans des scénarios catastrophes, en l'occurrence. Et finalement, à tous les gens qui me disent mais l'optimisme c'est la naïveté, mais c'est un peu facile quand même l'optimisme. C'est beaucoup plus difficile d'aller tirer des scénarios positifs que d'aller tirer des scénarios catastrophes. En l'occurrence, on est tous capables d'imaginer un bon tsunami, un bon, une bonne pandémie. Voilà, on est tous capables d'imaginer ces scénarios catastrophes, mais se laisser porter par des imaginaires positifs, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe. Voilà, donc là, j'ai envie de vous donner une sorte de résumé qu'on peut avoir. On a une l'actualité anxiogène, je viens un N d'ailleurs, j'ai fait le PowerPoint spécialement pour cette conférence. On a une crise de confiance, une situation en plus qui est inédite parce que on ne sait pas forcément aujourd'hui en qui avoir confiance. Tout à l'heure, je vous parlais de ces algorithmes. En l'occurrence, moi, j'ai 2 téléphones. Sur chacun de mes téléphones, je fais tourner des médias complètement différents. Autant vous dire que les gens qui sont vos collaborateurs, vos salariés, vos partenaires, ne voient pas du tout la même réalité que vous. Moi, j'ai 2 téléphones et sur mes 2 téléphones, je vois 2 réalités complètement différentes. Plus un monde instable, autant dire que le niveau d'optimisme, il n'est pas forcément hyper folichon.
on va adresser ce sujet. Est-ce qu'on peut oser parler aujourd'hui d'optimisme dans le monde de l'entreprise? Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise que de parler d'optimisme? Un élément de réponse, en l'occurrence, c'est un peu, est-ce que c'est le rôle de l'optimisme de rendre son salarié heureux, en l'occurrence? On peut se dire, bah non, ce n'est pas son rôle. Hein. Son rôle, c'est déjà de créer de l'économie et de se dire que, bon, bah, déjà, elle va permettre à des salariés de manger, ce qui est déjà pas mal. Sauf qu'aujourd'hui, comme personne n'a adressé le problème, finalement, l'entreprise, qui devient un tiers de confiance pour le collaborateur, bah, presque n'a d'autre choix, en fait, que de réussir à donner un peu d'optimisme. En l'occurrence, c'est plutôt sociétal, en fait. C'est pas une injonction, c'est pas obligatoire, c'est pas forcément le rôle de l'entreprise. Par contre, tout le monde se porte mieux quand on se lance dans ce genre de sujet. Voilà, tout à l'heure, Delphine l'évoquait, il y a quand même cette spécificité française et qui est très curieuse, en l'occurrence, quand on vit beaucoup à l'étranger, c'est qu'en France, vous allez à un dîner de société, et ben, tout le monde, en l'occurrence, vous parle de ce qui ne va pas. Et tu évoquais le fait que j'ai bossé pendant des années dans le développement durable. Avec le développement durable, il y a un truc incroyable, c'est que tous les sujets sont liés au développement durable. C'est-à-dire que les crises politiques, écologiques, économiques, démographiques, tout est lié. Et dès que j'allais à un dîner, en fait, ou dans des réunions, il y a une dizaine d'années, tout le monde me disait, mais tu te rends compte, on ne peut pas faire grand-chose. Et dès que je demandais aux gens, mais alors toi, tu fais quoi côté français? On me dit, ah bah non, les autres ne font pas. Donc, vous voyez, cette sorte de déresponsabilisation un peu permanente, moi, c'est ça qui m'a fait, à un moment donné, en avoir tout simplement marre de travailler dans le domaine du développement durable, que j'adore, que j'affectionne, qui est une de mes grandes causes, en l'occurrence, mais je me disais, il faut qu'on commence à déplacer le cursus pour faire en sorte qu'on passe de visions très négatives qu'on peut avoir, donc sujet développement durable, mais il y en a plein d'autres, hein, des sujets, à quelque chose de plus optimiste, de plus enthousiasmant, parce que ça va permettre d'améliorer, en l'occurrence, les choses. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à cette idée de l'optimisme, en fait, à se dire, mais il va falloir qu'on agisse, etc., qu'on avance en tant que patron, dirigeant d'entreprise, ou en tant que personne dans une famille, en tant que citoyen, ou en tant qu'habitant dans une ville, peu importe. Et quand j'ai commencé à creuser, parce que je voyais des gens incroyables hein, qui agissaient, enfin voilà, vous appartenez à une commission qui a 3 ans d'avance, il faut le dire. Et je me disais, mais je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas plus de ceux qui agissent, en l'occurrence, et pourquoi on ne les met pas plus en avant. Et là, j'ai compris, donc déjà, qu'au-delà du monde défaitiste dans lequel on était baigné, l'optimisme était confondu avec sa caricature. On avait l'impression qu'être optimiste, c'était être une sorte de bienheureux naïf qui avait de la chance, souvent. À qui on disait qu'il avait de la chance, alors que l'optimiste n'a pas forcément plus de chance que l'autre, hein, quand même, il faut le dire. Et qui, de toute façon, était naïf et ne se rendait pas compte des grands enjeux de société. Et qui passait à côté, qui fermait les yeux, qui avait des sortes d'œillères et qui n'avait rien compris finalement au sujet. J'ai envie de vous dire, tous mes copains, moi, sont collapsologues, donc ils sont persuadés que le monde va s'effondrer à horizon 2030, plus ou moins. Et du coup, je comprends ce qu'ils disent. Par contre, moi, je choisis l'optimisme comme levier d'action, comme prérequis à toute action. Et la réalité, c'est qu'on a envie de se marier, quand on connaît le nombre de divorces, qu'on a envie de se lancer dans une nouvelle entreprise, qu'on soit dirigeant et qu'on doit faire vivre nos entreprises, etc. Si on n'est pas optimiste, ça ne fonctionne pas. Et en fait, l'optimisme, il est partout. La réalité, elle est là. C'est qu'on lui donne une vision caricaturale, mais que, in fine, tous ceux qui agissent, tous ceux qui se lancent dans des grands projets, tous ceux qui innovent, tous ceux qui font de la prospective, se doivent d'être optimistes parce que c'est le prérequis à toute action. Alors, j'aime bien cette définition un peu décalée. C'est commencer ces mots croisés au stylo bi et j'ai même envie de vous dire, c'est changer les règles du jeu. Donc, c'est pour ça. Effectivement, à un moment donné, je me suis dit, mais pour donner l'impulsion aux autres d'agir, il faut mettre en avant ceux qui agissent pour se dire que c'est possible, en fait, de penser différemment, d'agir différemment et de se dire qu'il faut parfois peut-être ne pas, sans aller vers l'injonction à l'optimisme, il faut peut-être se donner les moyens et l'envie d'agir. Et donc, j'ai fondé effectivement l'Optimisme, qui est un média qui vise à mettre en avant des initiatives
J'ai envie de vous donner les statistiques de ce média parce que budget communication, zéro en l'occurrence, parce que j'en avais pas quand je suis partie. Aujourd'hui, le média, il est suivi par 1 million de personnes. 1 million de personnes, ça commence, 1 million de francophones, ça commence à faire du monde, en l'occurrence. Et nos reach maintenant sur des publications LinkedIn, sur certains poèmes que vous évoquiez tout à l'heure, ça a été 10 millions. Voilà. Et en moyenne, on a 500 000 personnes qui voient nos posts. Ça paraît petit et au démarrage, je me disais, ça paraît naïf. En fait, je me disais, c'est pas assez intellectuel, c'est un peu simplé, etc., etc. Mais la réalité, c'est qu'en fait, l'optimisme, tout le monde en a besoin. En public, on se dit que c'est un peu naïf et on trouve que ça fait bien de dire que c'est naïf. En privé, on en a tous besoin. Et je vous expliquerai en quoi l'optimisme peut être intéressant pour les structures. Tout à l'heure, Delphine évoquait le fait qu'on travaille avec des entreprises. Ça, c'est une liste absolument pas exhaustive des entreprises avec lesquelles on a travaillé. C'est pour vous dire qu'en fait, dans toutes les entreprises, même dans des grands groupes, en fait, où on peut se dire ils ne vont pas oser parler d'optimisme, c'est beaucoup trop, c'est trop léger, c'est un peu trop fantasque, par exemple. Et ben, la réalité, c'est qu'on a bossé avec tout type d'entreprise et la liste est très, très loin d'être exhaustive. Et on va du milieu de Marc Dorcel, donc du milieu du porno, en l'occurrence, jusqu'aux banques d'affaires, comment ça s'appelle, tu évoquais le Sénat tout à l'heure, aux écoles, etc. etc. Tout ça pour vous dire qu'en l'occurrence, il ne faut pas se cantonner à une vision. Nous, on s'est dit qu'on allait essayer d'imposer le fait d'agir avant de réfléchir, avant de rethéoriser les sujets. Parce que c'est sympa de se dire il faut en parler, il ne faut pas en parler, mais c'est encore mieux de le faire. On va rentrer dans quelque chose peut-être d'un peu plus concret, d'un peu plus factuel, les bienfaits de l'optimisme en fait dans une stratégie management. L'enjeu, c'est de vous inviter en fait à vous interroger sur l'utilisation du sujet à l'intérieur de vos propres entreprises. Je vais donner 4 grands domaines sur pourquoi l'optimisme peut être intéressant en fait, et ça va être sur le plan social, sur le plan mental, sur le plan moral et sur le plan de la santé. Mais ça, de la santé, on le connaît généralement un peu mieux. Souvent, on est en train de parler de fédération. On veut fédérer, on veut inclure les collaborateurs. Autant vous dire que nous, sur le média et sur les entreprises avec lesquelles on travaille, on peut s'adresser tout autant au niveau du dirigeant qu'au niveau de son N-99. Parce que l'optimisme a quelque chose d'hyper intéressant qu'il est fédérateur. C'est-à-dire qu'il est fédérateur parce que ceux qui ne vont pas bien, parce qu'il y a plein de collaborateurs, de salariés, de citoyens qui ne vont vraiment pas bien. Ça ne se voit pas forcément. Et ils ont besoin d'optimisme au quotidien. Et puis, il y a ceux qui vont plutôt bien. Et s'ils vont plutôt bien, c'est parce qu'ils sont eux-mêmes optimistes et ils ont besoin de conserver leur optimisme. Aujourd'hui, on est en train de chercher comment créer de l'inclusion, de la diversité, et personne ne s'est posé la question de proposer des causes un peu macro. On va sur l'inclusivité, on parle du handicap, on parle du genre, etc., etc. Mais proposer une valeur macro, c'est hyper intéressant pour fédérer en interne. Et ça, vraiment, autant vous le dire, vous parlez, et en plus, avec l'optimisme, vous pouvez en parler de différents points de vue. Vous pouvez en parler, comme Delphine, du point de vue de la neuroscience, du point de vue de la recherche, en fait, de point de vue très factuel. Vous pouvez en parler d'un point de vue de comment ça s'appelle, du côté de la médecine, avec tout ce qui est méthode Coué. Vous pouvez en parler d'un côté sociologue. Et c'est hyper intéressant parce qu'on peut parler d'un sujet de multiples façons. Et ces façons-là peuvent aller adresser des cibles complètement différentes. C'est-à-dire celui qui a juste besoin de consommer, ça sera une petite citation, ça servira, cela lui fera du bien. Et celui qui a envie de pousser un cran, c'est quoi une société sous le regard de l'optimisme, on lui proposera plus de matière. Quelque chose qui arrive assez rarement, en fait, d'avoir des sujets autant fédérateurs. Souvent, on va me dire, ouais, mais les pessimistes, parce que les pessimistes, il y en a, et c'est généralement ceux qu'on entend le plus dans une entreprise, ceux qui râlent le plus. Et dans mon nouveau livre, j'ai même marqué un beau râleur en fait râler 7, parce qu'il y avait le pendant un beau bailleur en fait bailler 7. Et à ceux-là, en fait, il faut leur expliquer que leur regard est hyper précieux, en l'occurrence pour les optimistes, parce que c'est les pessimistes qui vont nous tirer les scénarios, par exemple, du GIEC, en fait, ou même les lucides, les optimistes lucides, qui vont aller nous dire, attention, danger. Et là, l'enjeu, c'est surtout de se dire, OK, il nous faut des pessimistes pour aller chercher des scénarios
des pires scénarios possibles pour que les autres agissent, en l'occurrence. Le seul enjeu, c'est que le pessimisme ne déteigne pas sur l'optimisme, parce qu'il y a des gens qui, naturellement, aiment la mélancolie, aiment tout ça. Par contre, ça peut flinguer celui qui a besoin d'optimisme au quotidien et qui se trouve à côté d'un collègue qui est toujours pessimiste, en fait. Donc ça, l'enjeu, c'est de se dire, OK, l'optimisme, c'est inclusif, c'est pas du tout du déni du pessimisme, parce que les deux doivent toujours travailler de pair. La notion de permettre aussi le sentiment d'appartenance. Alors ça, c'était une expo que j'avais faite, et je crois que ça représentait l'équipe italienne pour ceux qui regardent le foot. En se disant qu'aujourd'hui, les collaborateurs ont besoin toujours de valeur, ont besoin de se raccrocher à quelque chose que je n'ai pas évoqué tout à l'heure. C'est dans le contexte, on est en train de vivre une énorme crise de confiance. C'est-à-dire qu'autrefois, globalement, sur tout le territoire français, on avait, on avait donné sa confiance au maire du village, à l'instituteur, au médecin, au prêtre. Voilà, on avait des tiers de confiance. Aujourd'hui, on a perdu ces tiers de confiance. Vous regardez la défiance qu'il peut y avoir vis-à-vis de différents métiers, parce que les algorithmes dont je vous parlais tout à l'heure, je vous présente vraiment quelque chose d'assez 360. Hein. Mais il faut comprendre aussi d'où on part pour se dire pourquoi on y va. Et en fait, cette notion de valeur, en l'occurrence, elle permet de redonner un sentiment d'appartenance, un sentiment de confiance et quelque chose qui est beaucoup plus macro et plus grand que soi. Et ça, le collaborateur, il en a besoin, parce qu'on est tous un peu, on a besoin de leaders, hein, on en parle souvent, on a besoin de personnes qui nous donnent la voie à suivre, et finalement, c'est pas forcément le rôle de l'entreprise que de proposer de l'optimisme, par contre, de proposer une valeur qui redonne confiance dans le sentiment d'appartenance, le sentiment d'utilité aussi. C'est quelque chose de fondamental. Et l'optimisme est hyper intéressant pour ça, parce que c'est pas une valeur, on n'est pas en train de parler de bonheur. Parfois, il y a des gens qui ont de la défiance vis-à-vis de ce mot. On n'est pas en train de parler de quelque chose d'un peu fantasque. L'optimisme, pour moi, dans ma définition, c'est le prérequis à toute action. C'est une condition sine qua non à la construction de notre société avec un grand S, mais aussi de nos sociétés en tant que dirigeant avec un petit S. Donc, cette notion de sentiment d'appartenance est hyper intéressante, et j'irai même au-delà. Il y a une quête de sens, en fait, que le collaborateur va avoir, et cette quête de sens, c'est son positionnement dans la société. Parfois, on a des collaborateurs à qui on a toujours dit, mais les cimetières sont remplis de gens indispensables, et à qui on dit, mais toi, tu n'es pas très important, ou alors, son système éducatif, pendant des années, lui a dit, toi, tu n'es que ça, en l'occurrence. Et la notion de se dire qu'on va co-créer la société de demain avec optimisme, ça lui redonne en fait sa place, d'autant plus qu'on sait, alors je crois que j'en ai parlé après, mais je le dis déjà aujourd'hui, que on sait mesurer le QI d'un groupe, en fait. Et on sait que le QI d'un groupe est toujours supérieur au QI du mec ou de la nana la plus intelligente du groupe. Et ben, pour des collaborateurs qui sont parfois, on va dire, en souffrance, en questionnement en fait sur ce qu'ils sont en train de faire, de leur dire, mais tu es indispensable pour qui tu es, en fait. La société a besoin de toi et on va la co-construire. C'est franchement absolument primordial. Surtout que généralement, on s'est quand même posé des questions pendant les confinements. L'optimisme a quelque chose d'intéressant qui suscite de l'enthousiasme. C'est quelque chose qu'on perd pas mal dans la société aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Alors ça, j'ai fait mon PowerPoint au début de la semaine. Et du coup, donc c'était, je crois qu'on a gagné encore. Mais tout ça pour vous dire que quand on met une publication qui peut paraître un brin naïf presque, en l'occurrence, mais qui peut donner un message, parce que simplicité n'est pas égale à simplisme. Hein. Il y a beaucoup plus de... Enfin, on peut utiliser des études pour faire des études factuelles. Hein. Enfin, moi, je suis scientifique à la base. Et derrière, les traduire dans des propos ultra simples, ça fait 220 000 personnes qui voient le post passer, ça fait 6 000 personnes, 6 000 likes, etc., etc. Ce qui est hyper intéressant là-dedans, c'est que l'optimisme, c'est un outil qui peut être véhiculé, qui peut être partagé et qui peut aussi vous servir votre marque employeur derrière. Hein. Ça vient servir le système en global parce que ça fait du bien à tout le monde. Et c'est ça aussi que je voudrais dire, c'est qu'avant de se rethéoriser
presque le bon sens parfois en se disant que c'est un héroïque de parler d'optimisme, etc. Mais en fait, c'est du pur bon sens. À partir du moment où on crée un sentiment d'enthousiasme collectif, on a des collaborateurs qui ont plus envie de bosser, tout simplement. On a des clients qui savent exactement nos valeurs et qui ont envie de travailler avec nous. Et ça peut même servir, au-delà de ça, la marque employeur sur les différents médias. Il y a quelque chose, je pense que Delphine aussi, tu es peut-être déjà intervenue sur le sujet, mais qui est quand même important, c'est que le moral… et tout à l'heure, je vous parlais du fait qu'une information négative se retienne 2 à 13 fois plus qu'une information positive. Il y a ce qu'on appelle l'habituation hédonique. Qu'est-ce que c'est l'habituation hédonique? C'est le fait qu'à la fin d'une journée, on se rappelle de ce qui ne va pas. Vous savez, quand vous allez vous coucher, vous vous rappelez du mec qui n'a pas été sympa à la boulangerie, du temps de bouchon que vous avez eu pour arriver à ce rendez-vous, en l'occurrence, ou de ce collaborateur qui vous a cassé les pieds parce qu'on lui avait déplacé sa plante verte. Bon, tout ça, ce qui nous arrive à nous, ça arrive à l'ensemble de la population. On n'arrive plus à valoriser ce qu'on a, en fait. Et si on ne s'arrête pas en se disant qu'est-ce qui va bien aujourd'hui, très vite, on ne se rend plus compte parce qu'on a envie que ce qu'on n'a pas en permanence. C'est-à-dire que, je ne sais pas si… je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui ont des tickets restaurants ou pas, peu importe. Tout d'un coup, les collaborateurs, ils étaient hyper heureux d'avoir des tickets resto. Et puis après, 6 mois plus tard, ils sont en train d'hurler parce que les tickets resto ne sont pas assez chers, en fait. Parce qu'on oublie ce qu'on a et on oublie de se retourner et de valoriser ce qu'on a. Mais ça, c'est valable à l'échelle macro, dans le temps, mais c'est aussi valable à l'échelle micro, c'est-à-dire nous, à notre fin de journée, on revient, on est cramé parce qu'on a porté des responsabilités, parce qu'on a géré plein de choses. Et donc, je donne toujours peut-être cet exercice qui est issu de la psychologie positive. Ça a été théorisé aux États-Unis, ça a été démocratisé dans le monde francophone par Florence, avec 3 kiffs par jour. En servant Schreiber par 3 kiffs par jour, on se dit à la fin d'une journée, il faut écrire ce qui a été les 3 choses positives du jour, parce que naturellement, on va les oublier, en fait. Et ça, c'est un exercice hyper intéressant à faire à vous, à faire à vos enfants, et qui est primordial pour escompter, changer notre regard, en fait. Un optimiste est quelqu'un qui se dit que finalement, au quotidien, le monde n'est pas aussi catastrophique que ça, que certes, il y a plein de points sur lesquels on ne peut pas agir, mais qu'il y a quand même des réussites au quotidien. Et la réussite au quotidien, c'est celle de réussir à faire tourner une entreprise, c'est celle d'un collaborateur qui est cool, c'est des réussites personnelles avec ses enfants, avec son compagnon, sa compagne, avec ses potes, avec son club de foot ou de sport, peu importe. Et ça, il faut aller le valoriser parce que c'est ça qui va nous maintenir en une dose d'optimisme au quotidien. J'aime bien aussi expliquer ça parce que l'optimisme aussi, c'est, tout à l'heure, je vous évoquais se redonner du sens, se redonner de l'importance dans la société. Et un message que j'essaie toujours de faire passer auprès des entreprises, enfin surtout des collaborateurs qui est peut-être plus su de votre côté, c'est qu'en fait, le travail, ça permet de gagner des sous. On est d'accord, on a tous besoin d'euros, de dollars ou de ce que vous voulez. Par contre, le travail, c'est quelque chose qui nous fait grandir au quotidien, en fait. C'est-à-dire que ça nous permet, nous collaborateurs et patrons, ça nous permet de nous challenger et de nous dire, tiens, j'arrive à faire en 2 semaines ce qu'avant, j'arrivais à faire en 2 mois. En l'occurrence. Et ça, en fait, il faut le réexpliquer aussi à tout le monde en se disant, je sais que ça peut être pénible, mais derrière, tu te rends compte de ta capacité d'action. Un optimiste est forcément quelqu'un qui sait qu'il peut avoir une action sur quelque chose. Et donc, le travail, ça nous permet de grandir parce qu'on est quand même un peu tous des feignasses dans l'âme. On se laisse souvent porter par nos acquis. Alors, évidemment, quand on est dirigeant d'une entreprise, tous les jours, on apprend de nouveaux trucs. Mais les collaborateurs aussi. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler à tout le monde en se disant, mais le travail, ça permet de grandir. Ça a une composante sociale, ça nous permet de rencontrer l'autre. Et c'est pour ça que nous, le télétravail, par exemple, on peut se dire que ça fait du bien et ça fait aussi du mal. Il y a le pour et il y a le contre. Mais par exemple, le travail, c'est là où finalement, on crée de la diversité, on crée de la mixité. Et tout à l'heure, je vous parlais des algorithmes qui peuvent nous éloigner parce qu'on a une vision caricaturale de la réalité en fonction de ce qu'on consomme. Finalement, on se rencontre à la machine à café et tout d'un coup, on challenge nos positions. Et ça, c'est hyper important. Cette composante sociale de l'entreprise, c'est quelque chose d'important. Et la composante sociétale, c'est probablement de se rappeler au quotidien à quoi on contribue.
C'est-à-dire que quand on a le nez dans la paperasse parce qu'on est comptable, quand on a le nez dans les RH parce que c'est compliqué, parce qu'il y a des plans sociaux, quand on a le nez dans tout, parce qu'on est dirigeant d'une boîte, parfois au quotidien, on est en train de plier. Hein. On commence à se dire, mais alors pourquoi on fait ça? Et on se dit, mais à quoi je sers? Et l'enjeu, c'est de dire aussi, on contribue à plus grand que nous. C'est-à-dire que si on bosse dans une entreprise de transport, on permet à des gens de se déplacer. Si on bosse dans une entreprise de communication, on permet à des marques de se développer, etc., etc. Et ça, cette composante sociétale, on l'oublie régulièrement parce qu'on a le nez, dans le guidon, quoi. Ça crée de la confiance. Je l'ai peut-être déjà abordé. J'aimerais quand même revenir sur ce point. C'est que nous, nos lecteurs, donc 4 millions de lecteurs, on fait régulièrement des sondages sur Instagram. On leur demande comment ils vont. Chaque sondage, c'est à peu près 10 000 personnes qui répondent. Ce n'est pas exact, hein, on n'est pas un institut de sondage, on ne se prétendrait surtout pas à un institut de sondage, mais ça nous donne des pouls de la société en fait, à un instant T. Autant vous dire qu'il y a des gens qui sont en totale angoisse et en total stress. Le sujet de la santé mentale est un sujet qui va poindre le bout de son nez comme ça ne va pas être permis. Ça va être vraiment, ça va être complexe. Et ça va jusqu'à la totale appréciation de la période qu'on est en train de vivre. Il y a des gens qui ont été hyper contents de prendre le temps de réfléchir, qui ont été plus introvertis. Et ça, il faut bien vous dire que tous les collaborateurs, tous les collègues, tous vos proches, tous vos clients, peu importe en fait, la situation qu'ils ont vécue, ça va du pire au meilleur en l'occurrence. Et c'est pour ça qu'en fait, l'optimisme, ça permet de donner un peu d'optimisme à ceux qui vont vraiment pas bien et de dire aux autres, bah, allons-y, continuons ensemble. Et ça, vous ne pouvez pas le deviner parce qu'on n'est pas dans la vie des autres, en fait. Et vous vous dites que, bah, allez, parce qu'on est dirigeant d'entreprise, on a vécu ça, parce qu'on est RH, on a vécu ça. La réalité, c'est que c'est indépendant de ce qu'on a fait au quotidien, c'est très dépendant de qui on est, en l'occurrence. Il n'y a pas de présupposé à avoir, parce qu'autant vous dire que nous, vraiment, en faisant les stats, on nous a toujours contredit nos présupposés et ce qu'on croyait. Il y a la notion de morale. On est dans une société où on est vraiment dans une sorte de jugement à court terme en permanence. Vous voyez toutes ces applications qui sont hyper intéressantes hein, parce qu'on s'évalue en permanence. Ça nous permet normalement de nous améliorer. Hein, les évaluations, moi je trouve ça génial quand on sait les accueillir en se disant bah, tiens, je vais améliorer ça. Genre, je vais parler moins vite à une conférence par exemple. Ça nous permet en fait de s'évaluer. Sauf qu'on est dans une ère où bah, finalement les évaluations se sont transformées en jugement. C'est-à-dire que le salarié, le collaborateur, nous, on est en permanence soumis au jugement des autres en fonction du nombre de likes sur les réseaux, etc., etc. Et cette notion de jugement à court terme, elle peut être très inhibitrice en fait de l'action et surtout tellement décalée de la réalité en fait. On a oublié que l'évaluation globalement, ce n'était pas à court terme, et de deux, il fallait arrêter de vomir sur le mec qui a pas été sympa au resto ou qui a fait, parce que voilà, en se disant, bah, on évalue mal un resto parce que le serveur n'était pas sympa, et en plus, ils ont mis de l'ail dans la ratatouille et on n'aime pas l'ail, quoi. Donc, vous voyez, on est passé d'une ère de, on va faire du jugement constructif à une ère de bah, ça ne me plaît pas, donc j'évalue mal le sujet. Et c'est vrai pour les livres, voilà, on s'en rend compte en tant qu'artiste, en fait. Vous pouvez aimer le premier album de Mika et pas le troisième, mais ça reste vos propres goûts, en l'occurrence. Et on a confondu tout ça, ce qui fait qu'on est dans une ère où bah, finalement, on ose moins faire parce qu'on se dit qu'est-ce que vont en penser les autres en permanence. Et vraiment, ça, c'est un côté très inhibiteur dont on ne se rend pas forcément compte, dont on ne s'était pas forcément rendu compte. Je ne vais pas revenir sur le sujet de la santé parce que je crois qu'on en a beaucoup parlé. L'optimisme est bon pour la santé. Je pense que Delphine, tu as dû boire vers des centaines de sessions sur ce sujet. Je vous ai mis une liste absolument non exhaustive. Hein. Ça améliore l'espérance de vie, moins de dépression, plus de résistance physique. Ça provoque évidemment un bien-être mental. Ça permet de mieux gérer son stress. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ça, c'est ce que vous allez trouver un peu partout. Voilà, tout ça demanderait une explicitation beaucoup plus profonde que ce que je peux faire. Voilà, on m'a donné 45 minutes et je trouvais que mon apport, c'était plutôt cette vision 360 de qu'est-ce que c'est que l'optimisme à l'heure actuelle, comment ça fonctionne, comment ça match, qu'est-ce qu'on peut en faire en tant que dirigeant et est-ce qu'on peut l'insuffler dans une entreprise. Donc, je vais finir, je passe sur le volet santé, je vais vraiment finir par un peu de prospective. On est dans une société, tu évoquais les conférences
les conférences Delphine il y a quelques mois, il y a 2 ans presque maintenant. Je suis intervenue à Los Angeles, donc au cœur de Netflix et du Uber Eats, quoi. Et là-bas, ils me disaient, mes interlocuteurs, bah, tu vois, Catherine, Netflix plus Uber Eats, il n'y a plus personne dans les centres commerciaux qui sortent de terre. Moi, j'ai envie de vous dire, ça ne me perturbait pas des masses qu'il n'y ait plus personne dans les centres commerciaux qui sortent de terre à Los Angeles. Par contre, qu'est-ce que ça dit de la société? Ça dit de la société que ce phénomène de Netflix plus Uber Eats, c'est ultra enfermant, en fait. Tout à l'heure, je vous parlais du danger des algorithmes, hein, de ne pas avoir la curiosité de l'autre, parce que ne pas avoir la curiosité de l'autre, pour les collaborateurs, c'est ne pas avoir la curiosité de son autre collaborateur, en l'occurrence. Et qu'est-ce que ça dit? C'est que quand ça va se généraliser, ça, parce que c'est en fonction des territoires, moi en Normandie, je n'ai pas Uber Eats, hein, ça, il n'y a pas de problème. On n'y est pas encore. Mais demain, je n'en ai aucune idée. Mais tout ça pour vous dire qu'on était dans une société déjà où on s'enfermait chez soi. Et pourtant, il a été démontré, et pareil, hein, Delphine aussi, je pense que tu as beaucoup de ressources là-dessus, que ce qui rend les gens heureux, c'est le lien social, en fait. Ça a été démontré. La plus longue étude d'Harvard a été menée. C'est Robert Waldinger qui l'a menée, qui a étudié sur 75 ans, sur le cycle de vie d'hommes. Maintenant, c'est en train d'être étudié sur leurs enfants. Qu'est-ce qui les rendait heureux? Donc souvent, on se dit, bah, ça va être d'avoir des enfants, ça va être d'avoir une belle maison, de gagner de l'argent, d'avoir un bon travail. Non, en l'occurrence, tout ça, ça en fait partie, évidemment. Par contre, la recherche dit que ce qui rend les gens heureux, c'est la densité des interactions sociales. Ça nous questionne. Voilà, moi, je plante juste une graine en se disant, eh ben, voilà, qu'est-ce qui va en être demain? Parce que pour le moment, bah, ça passe. Hein, y a pas de, voilà, on n'est pas encore, on n'est pas dans la caricature encore de tout ça. Par contre, déjà, à Los Angeles, il y a 2 ans, ça commençait déjà à poindre. Il y a eu les confinements. En fait, qu'est-ce que ça va donner demain? En l'occurrence, à un moment donné où bah, finalement on se digitalise de plus en plus, alors que ce qui nous rend heureux, c'est les interactions sociales. Tout ça, c'est des messages, hein, je crois toujours à les faire passer à des collaborateurs, parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Hein, au quotidien, on l'oublie, on se dit que c'est chouette. Moi, j'ai une équipe, par exemple, on est tous plutôt introvertis, on est capable de rester en vase clos pendant 2 semaines en se disant que c'est un bonheur d'être en train de bouquiner, de créer des articles et de ne voir personne en plus. Par contre, ce n'est pas forcément bon pour le sujet de la santé mentale. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a une crise morale qui va pouvoir poindre, amplifiée par les algorithmes. Et c'est pour ça que de l'optimisme va être nécessaire, en fait, pour recréer un sentiment d'appartenance et repermettre de créer vraiment du lien. Et tout à l'heure, je vous parlais du QI. Hein, et vous pouvez lire le livre d'Émile Servan-Schreiber qui s'appelle Super Collectif, sur le QI d'un groupe, hein, qui est supérieur au QI individuel, ce que je vous racontais tout à l'heure, qui va permettre aux collaborateurs de se sentir appartenir à un collectif qui va de l'avant. Dernier point, peut-être le primordial, et j'espère que vous voyez souvent le message passer, c'est que là, vous pouvez vous dire, mais attends, il faut que je commence à mettre en place de l'optimisme dans ma boîte, est-ce que je peux pas, et puis moi je suis pas très optimiste, et puis ça va pas trop, etc., etc. Ça commence toujours par soi. Je donne toujours cette métaphore, en fait, plutôt de nos formations côté santé mentale. En fait, c'est que si on ne va pas bien soi-même, c'est un peu la métaphore du masque à oxygène, en fait. Quand le masque tombe, on vous dit toujours, commencez par vous le mettre sur la figure avant de le mettre à vos enfants, en fait. Ce qui peut paraître très, très contre-intuitif et nous, on peut se dire, bah, tiens, je vais essayer d'essaimer chez mes collaborateurs, dans ma famille, hein, parce que tout ce que je vous ai dit là, c'est le monde de l'entreprise, mais c'est vie perso, hein, les deux sont profondément intriqués. Et l'enjeu, c'est que ça commence par soi, en fait. Parce que si soi-même on ne va pas bien, on ne va jamais pouvoir aller s'aimer un peu d'enthousiasme, un peu d'optimisme, etc., etc. Du coup, vous pouvez oublier tout ce que j'ai pu vous dire. Si il y a peut-être un coup au moral en fait en ce moment, commencez par aller peut-être faire avec Delphine, on a pas, des ateliers, je sais pas, de méditation, de mieux manger, etc., etc. Parce que on ne peut pas en fait on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas soi-même, mais c'est valable pour vous, mais c'est aussi valable pour vos collaborateurs qui sont par exemple au service client. Souvent dans les services clients, on me dit, on me dit de sourire, on me dit de chouchouter mon client, alors qu'en interne, c'est complètement dysfonctionnel. Du coup, les gens se crament.
crame et là, on va vers des burn-out. Donc, tout ça, c'est pour vous dire l'importance finalement de la symétrie des attentions. Ça commence par vous, puis par vos collaborateurs, puis par vos clients, etc., etc. Et par effet, ricochet, fournisseurs, famille, etc., etc. J'ai essayé de faire court, mais c'est dense. Ceci étant dit, je crois que c'est toujours vraiment important de tenter l'approche un peu 360, un peu exhaustive. J'espère ne pas vous avoir assommé parce que je sais que vous, chez vous, il est 17h et enfin, il est peut-être 18h20 maintenant. Chez moi, il n'est que 15h20. Du coup, c'est un peu… voilà. C'était vraiment super. Je pense que tout le monde a accueilli avec la même joie ta conférence. C'était voilà, concis, avec un prisme et un périmètre large. Donc, merci beaucoup de ton intervention. Ce que je vous propose de faire, c'est voilà, d'interagir avec Catherine. Si vous avez des questions à lui poser, elle est là avec nous. Il faut vraiment en profiter parce que son temps est compté. Et merci vraiment grandement d'avoir accepté de prendre du temps avec nous à 12 000 km, Catherine. Donc, je préférais être sur place avec vous. Mais l'année prochaine, faut quand même le dire. Mais bon, l'année prochaine, on va monter quelque chose. C'est un des avantages du digital. Ouais. Alors, oui, merci Tiffany. Donc, à distance, vous pouvez poser vos questions dans le chat et puis dans la salle, on peut poser les questions directement à Catherine. Donc, profitez-en. J'ai assommé tout le monde. Alors, que propose le site L'Optimisme, c'est ça? Alors, côté com, ça propose la mise en avant des initiatives positives, en fait. Mais les initiatives positives, ça va être en matière de santé, en matière d'éducation. Ça va proposer des parcours inspirants aussi, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'identification. C'est-à-dire que plus on va lire des articles qui parlent par exemple, de personnes qui ont changé de voie ou des choses comme ça, plus ça va inspirer les lecteurs. Donc ça, c'est vraiment côté com, ça va donner des petits tips aussi au quotidien. Et côté pro, on va avoir exactement la même chose. Donc ça s'appelle l'optimisme.pro. Peut-être que Delphine, on vous donnera tous les liens post à la réunion. Non, c'est gratuit, c'est évidemment gratuit. Et côté l'optimisme.pro, ça va donner des actions positives mises en place dans le monde de l'entreprise. Donc, je vous donne par exemple, vous, c'est plutôt l'optimisme.pro, je pense, qui vous parle. Il y a pas mal d'études, d'infographies, etc. Non, tout est gratuit. Et nous, notre enjeu, c'est de mettre en avant les entreprises qui avancent, en fait. Que ce soit une politique diversité, inclusion, que ce soit un engagement, que ce soit par exemple des ateliers d'écriture pour les collaborateurs, pour faire, voilà, comment ça s'appelle, pour tenter d'accepter le lâcher prise ou des choses comme ça. En fait, nous, on est vraiment regard curieux, on va dire, sur ce qui se passe et on essaie de le diffuser parce que notre force aujourd'hui, c'est celle d'avoir de l'audience, en fait. On est super écoutés. La réalité, elle est là, c'est qu'on est arrivé avec un sujet que tout le monde a cru un peu fantasque et que du coup, on fait partie des influenceurs sur LinkedIn. Vous pouvez me suivre aussi sur LinkedIn. Peut-être que ça sera le plus simple. Je vais vous mettre le lien. Mais en fait, notre enjeu, c'est vraiment de véhiculer, en fait, de partager ce qui va bien. Et ce qui va bien, c'est 360, en fait. De ne pas se cantonner à un type de médias. Et que ce soit de temps en temps des interviews, que ce soit de temps en temps des films, que ce soit de temps en temps des expériences qu'on a testées. Voilà, donc ça c'est l'enjeu, c'est de mettre ça en avant. Et c'est marrant parce que plus on met ça en avant, plus ça crédibilise en fait le sujet finalement de la QVT et plus ça devient non opposable. En fait, parce que plus les collaborateurs se disent, mais attends, il y en a d'autres qui le font, moi j'ai envie de le faire. Et pareil, des managers, des dirigeants qui parfois se disaient « Oh, quand même, c'est un peu fantasque, je vais pas oser. Moi, chez moi, ça va pas marcher. » Ça aussi, ça revient très souvent. Et en fait, on se rend compte que la population, elle est très diverse. Oui, il y a des gens qui ne seront pas d'accord, en fait, parce que il y a… Comment ça s'appelle? Parce que c'est pas leur truc, mais pour la grande majorité, ça sera le truc. On bosse pareil, nous, on bosse avec tout le monde, en fait. À un moment donné, on avait un peu peur par exemple, on se demandait pour les syndicats, etc., on bosse avec tout le monde, en fait. Et c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, c'est très, très inclusif à partir du moment où l'intention est la bonne, en fait. Donc, voilà. Donc, mais tout est open source, tout est libre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à Delphine. Je disais, il faudrait que
voilà, que tu nous remontes des belles actions qui ont été mises dans des entreprises, en fait, parce que moi, je suis loin, en fait. Du coup, je me disais, mettre en avant. Ça va être mon travail de la fin d'année, début 2022, de remonter toutes les belles expériences et tout ce qu'on fait à La Réunion, parce que c'est vrai qu'on n'a pas à rougir et on a beaucoup de, carrément. Ouais, de belles entreprises qui font des belles actions sur un territoire petit, éloigné de la France. Mais et ça donne des idées. Et qui est très avant-gardiste sur pas mal de techniques. Donc, avec grand plaisir, Catherine, je ferai ça. Et ça donne vraiment des idées, en fait. L'enjeu, c'est vraiment d'inspirer et qu'en fait, on déplace le centre de gravité de la norme, en fait. Tu vois, et oui, l'optimisme, c'est complètement international. Ce qui était marrant, c'était qu'aux États-Unis, je me rappelle, je me disais, mais les mecs, ils sont complètement… Tu faisais un malheureux tableur Excel que mes collègues me disaient, oh, c'est incroyable ce que tu as fait. Je me disais, mais ils se moquent de moi, en fait. Parce que tu sais, il y avait cette culture, un zèle d'optimisme, en fait. Et en fonction de qui on n'a pas la même approche. Moi, j'avais l'impression qu'ils se moquaient de moi, vraiment, quand ils me disaient, oh, that's amazing. Tu vois, j'avais fait un tableur Excel et je me disais, mais ils se moquent de moi. Voilà. Après, on a différentes approches et vraiment, mon enjeu, c'est surtout de ne pas faire d'injonction. En fait, chacun à son niveau, chacun a sa marque, mais d'expliquer que si on se laisse aller à tous les scénarios catastrophes, on est capable de créer seulement le monde qu'on imagine. Quand on est dirigeant, quand on est entrepreneur, on fait des scénarios à X années pour être capable de se projeter. Si sociétalement parlant, on se projette dans le pire, on va le créer, ce pire, en fait. Tu vois, c'est aussi ça, c'est inventer des nouveaux narratifs de société et d'être capable de les assumer en se disant, ils ne sont pas plus idiots que le tsunami. Hein. Enfin, faut quand même être clair. Tout est possible. Voilà. Ça, possible. Merci, Catherine. La physique quantique qui reparle. Oui, c'est ça, la physique quantique. Est-ce que vous avez des questions à distance dans le chat ou dans la salle, ou des remarques, ou remercier juste Catherine, parce que c'est chouette aussi de se remercier. Oui, moi, j'aurais une petite question. Merci, Catherine, pour cette intervention. Et j'aime bien la définition, l'optimisme comme prérequis à toute action. Je trouve ça très, très juste. Et le point de vigilance aussi de la dualité entre optimisme et digitalisation, avec un point de vigilance sur la santé mentale. On a besoin du lien social. Et effectivement, la digitalisation, on appelle ça réseaux sociaux, mais donc le lien. Et simplement, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de comment tu as pu le décliner dans une entreprise ou dans un groupe? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place comme action concrète sur cette thématique de l'optimisme, à part une conférence comme tu l'as fait? Alors moi, je ne fais que des conférences parce que je ne suis pas capable de déployer en interne. Par contre, il y a énormément d'entreprises, en fait, et c'est ça qu'on va mettre en avant sur l'optimisme.pro, qui vont décliner tout un tas d'actions en se disant qu'ils essaient de faire du bien à leurs collaborateurs. Donc, ça va être, par exemple, des plans de prévention en matière de santé mentale. Ça paraît pas très optimiste dit comme ça, il faut quand même être clair, mais aujourd'hui, il y a des formations premiers secours en santé mentale, par exemple. Ça va venir prévenir, en fait, des dépression, des burn-out, etc., parce que ça va venir sensibiliser tout le monde. Ça va être des actions, par exemple, sur des actions optimistes, je pense, il y en a tellement dans tous les domaines, mais ça va être, par exemple, des concours d'éloquence à l'intérieur de l'entreprise pour que les plus timides, en fait, apprennent à s'exprimer. Donc, on va coacher des collaborateurs et on va leur organiser un concours d'éloquence qui vont aller pitcher, par exemple, soit on leur donne des contraintes, soit ils vont pitcher ce qu'ils aiment faire dans le domaine perso. Ça, tu peux te dire que ça va rentrer en fait dans une politique où les collaborateurs vont se sentir individuellement importants. Le problème des collaborateurs aujourd'hui, nous, de ce qui nous remonte, c'est vraiment se sentir une sorte de pion en l'occurrence. Du coup, tout ce qui va re-responsabiliser le collaborateur va être hyper bénéfique. Généralement, dans les entreprises, ce qui se passe, c'est que des groupes de travail sont organisés. En fait, on demande des volontaires en fait, pour réfléchir à comment est-ce qu'on peut améliorer notre quotidien dans l'entreprise. Donc, il y a généralement un engagement de la direction et c'est les salariés qui co-créent en se disant bah, « moi, j'ai envie de ça, moi, j'ai envie de ça ». Sinon, en fait, souvent, on tombe complètement à côté de la plaque parce que mettre des plantes vertes, si aucun collaborateur n'en a rien à faire des plantes vertes, c'est tomber à côté de la plaque et c'est perdu pour perdu. Ce que je prône et ce que les entreprises font souvent, c'est de la responsabilisation des
collaborateurs en se disant, bah, tiens, on sait que la période est complexe à passer, qu'est-ce que vous proposez? Et derrière, les dirigeants, bah, de temps en temps, ils mettent en place des cours de yoga. Et ça, pareil, tu peux te demander, est-ce que c'est le rôle de l'entreprise de donner des cours de yoga? Parce que bah, finalement, c'est pas ça le rôle d'une entreprise. Sauf que bah, finalement, ils attendent beaucoup de choses de l'entreprise et comme ils voient qu'ailleurs, on leur donne des cours de yoga, et ben, ils demandent. Donc, tout ça pour te dire que l'enjeu, c'est surtout de poser l'intention pour le dirigeant, de se dire, bah, voilà, notre enjeu, c'est d'améliorer en fait le quotidien de l'entreprise. Qu'est-ce que vous proposez? Et après, ça va se décliner en de multiples actions qui vont aller de la réflexion sur les valeurs. Tout à l'heure, je vous ai dit, l'optimisme, c'est une valeur qui est intéressante. Je presse pour ma paroisse, hein, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez faire en sorte que vos collaborateurs inventent les valeurs de l'entreprise. Des petits ateliers de brainstorming, tout d'un coup, eh ben, de fait, ils vont être beaucoup plus participatifs et ils vont se dire, bah, tiens, on les co-crée en fait. Plutôt que ça ne descende que par nous, derrière, bah, quand tu poses tes valeurs, bah, il va falloir les incarner. Parce que pareil, hein, moi, je me suis retrouvée avec des entreprises où ils avaient marqué la transparence, par exemple. Quand tu disais, alors, tu me montres sur ton site web la transparence. Ah bah non, la transparence, je ne peux pas la donner à mon client. Bon, alors en interne, je sais pas, tu as des bureaux qui sont transparents. Ah bah non, quand même. Donc, la transparence, c'est dans ton intranet. Ah bah non, on ne peut pas tout dire. Bon, bah, la transparence, c'est une valeur qui est complètement déconnectée de ce que tu es. Choisissant une autre, il y en a suffisamment qui vont peut-être plus, plus incarnés. Et c'est ça qui va être super important en fonction des métiers où de plus en plus on bosse à distance, en fait, la notion des valeurs, elle va, enfin, je veux dire, c'est le marché qui fixe le prix de quelqu'un. Je veux dire, un data analyst, globalement, toi ou ton concurrent, tu vas lui filer le même pognon parce que tu vends ton produit au même prix. Donc, c'est le marché qui fait la valeur. Sinon, ça se saurait. Hein, ouais. Et du coup, entre toi et le concurrent, bah, ton collaborateur, il va aller vers l'entreprise qui paraît la plus sympa, qui paraît la plus engagée, qui paraît la plus corrélée à ses valeurs individuelles. Donc, c'est pour ça, tu vois, pendant très longtemps, on s'est dit c'est complètement fantasque, on mettait des jolis posters sur les murs. Mais demain, incarner tout ça, ça va être de plus en plus important. Et je crois que la société a besoin d'optimisme. Et après, tu le redéclines, tu fais brainstormer tes collaborateurs pour savoir qu'est-ce qui est le mieux à mettre en place. Et après, tu as plein dîner, ça va être des team building. Voilà, on ne peut pas tout décliner, mais ça va être de la formation, de l'autonomie, du remerciement et toutes ces valeurs que vous devez partager souvent dans la commission bien-être, qui sont tous les piliers de la qualité de vie au travail et autres, en fait. Et derrière, tu le déclines en termes de, comment dire, en termes d'approche marque employeur, en fait, où tu commences à communiquer à l'extérieur. Mais l'enjeu, c'est qu'à l'intérieur, ça marche déjà. C'est une réponse de Normand de dire ça. Je suis Normand aussi, c'est bon, on se comprend. Peut-être maintenant. Exactement, mais c'est des questions qui sont hyper complexes, en fait. C'est ça que je veux dire. Ouais, la question, c'est vraiment toi, parce que bon, l'enjeu de la qualité de vie au travail, je connais un petit peu, c'est mon cœur de métier. Mais c'était vraiment dans les actions, est-ce que ça allait... j'allais pas dire au-delà de l'affichage, mais qu'est-ce qui se passait concrètement? C'est un peu... Après, en fait, l'avantage aussi aujourd'hui dans notre société, c'est qu'avec ça, on est tous un média à nous tout seuls. Donc, si jamais tu dis que tu fais de l'optimisme et qu'en interne, ce n'est pas le cas, tu vas avoir des gens qui vont gueuler suffisamment fort sur les réseaux sociaux et ça va avoir des effets d'ampleur. Du coup, c'est aussi pour ça que, en tout cas, souvent, les entreprises, elles ne communiquent pas sur la qualité de vie au travail parce que c'est souvent tendre le bâton pour se faire battre, en fait. Et souvent, du coup, on a l'impression, tout à l'heure, Delphine, tu évoquais les Chief Happiness Officers, tu avais l'impression que c'était un truc de start-up à un moment donné qui mettait ça en place parce que ça coûtait moins cher qu'une agence RP et que c'était pratique. Mais la réalité, c'est que toutes les boîtes sont en train, tu dois du coup le voir si ta spécialité, c'est la QVT. Voilà, tout le monde doit s'engager à un moment donné. La question, c'est est-ce qu'on communique, est-ce qu'on ne communique pas? Et le problème de ne pas communiquer là-dedans, c'est que du coup, les gens ont l'impression que c'est secondaire, que c'est primordial. Pour moi, tu vois, la qualité de vie au travail, ça va être la colonne vertébrale de l'entreprise de demain. On peut faire tous ces plans d'action au regard de cette colonne vertébrale et surtout, c'est une condition sine qua non en fait, au modèle organisationnel de demain. J'évoquais le salarié qui est en télétravail parce que demain, vous allez peut-être embaucher des gens au bout du monde aussi pour être des prestats. Et de fait,
en l'occurrence, pour faire en sorte que celui que vous avez envie qu'il vienne chez vous, tu n'auras pas le choix que de proposer tout ça. Donc, c'est pour ça, il y a beaucoup de bullshit, mais dans tous les domaines, faut quand même être clair, il y a des effets Barnum. On a l'impression que tout le monde le fait ou versus que personne ne le fait. Mais généralement, ceux qui commencent à communiquer, il y a quelque chose qui est fait, sinon le retour de bâton est assez immédiat aujourd'hui, ou de moins de ceux qui s'intéressent au sujet. Et en 2 clics, on peut contacter quelqu'un qui a bossé avec, qui a bossé à l'intérieur. Donc ça, je crois que ça va, que les réseaux sociaux, tout à l'heure, tu parlais du danger, c'est un outil, reste un outil en fait. Donc l'intention qu'on met dedans, ça peut créer le pire comme ça peut créer le meilleur en fait. Et du coup, finalement, un des bons côtés, c'est que tout d'un coup, si on déplace le centre de gravité de la norme ou si on devient has-been parce qu'on n'a pas parlé de QVT, tout le monde va s'y mettre, pas forcément pour les bonnes raisons, mais tout le monde va s'y mettre parce que ça va avoir des enjeux héroïstes et autres. Donc, voilà, je crois que l'optimisme, ça se décline par avant tout un état d'esprit, par une intention, par un alignement, par un engagement, par la mise en place de l'authenticité de l'individu. Parce que dans cette ère-là, je crois que on a fait le déni de l'individu pendant longtemps. Et les collaborateurs, c'est de ça dont ils ont le plus besoin, d'être individualisés, d'être respectés pour qui ils sont avant d'être respectés pour leurs compétences. Donc, c'est pour ça, tout ce qui va travailler l'individualité, pour moi, en matière d'optimisme, ça sera ce qui sera le plus utile en matière à la fois de responsabilisation et d'utilité, on va dire, tant pour l'entreprise que pour le collaborateur lui-même. Est-ce que vous avez d'autres questions dans le chat ou à distance? Moi, j'ai une Ouais. question. Alors, franchement, je peux en avoir 1 millier, mais bon, je vais le calmer. Je te vois pas du coup, tu es trop à gauche, mais je t'entends. Ah, c'est bon, je te vois. Donc, moi, je suis ravie parce que je te suis depuis 2 ans et avec Audelyne qui est dans le chat pendant le confinement, j'avoue, on attendait avec impatience chacune des publications parce que ça nous commettait le peps, donc effet garanti. En tout cas, la conférence, alors c'est le but, mais elle me fait beaucoup de bien parce que j'entends régulièrement que je suis naïve et que j'ai beaucoup de chance. Et je dis, en fait, j'ai quand même peut-être beaucoup de courage, de talent et tout ça, mais bon, voilà, c'est pas forcément reconnu, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, en fait, moi, j'ai un caractère qui est très optimiste à la base. Tout me rend heureuse et je suis contente pour absolument une petite fleur qui fleurit la journée. Et en termes de... Enfin, voilà, je cumule, je suis femme, je suis chef d'entreprise et j'ai l'impression que quand on est hyper optimiste et qu'en plus on est femme, qu'on est jeune maman et qu'on cumule tout un tas de qualités, on a toujours en fait, j'ai l'impression de toujours de devoir ramer pour gagner en crédibilité. Et tout à l'heure, on parlait de dualité. Et c'est vrai que c'est compliqué d'être reconnue en tant que femme chef d'entreprise. Alors, désolé monsieur, mais c'est aussi une réalité. Malgré des chiffres qui sont très bons, voire excellents. Moi, j'ai créé ma boîte 3 jours avant le confinement. J'ai fait une année 2020 moyen, mais j'ai fait un x10 sur le chiffre d'affaires sur 2021. Donc, je pense qu'en termes de chiffres, c'est OK. Et pourtant, on a toujours ce besoin de devoir gagner en crédibilité et de devoir prouver parce que, non, mais de toute manière, tu es trop optimiste. Et ça, c'est une question, comment on peut trouver un juste équilibre, en fait, par rapport à ça? Alors, il y a de multiples réponses, mais je vais essayer de ne pas donner une réponse de Normand pour une fois. La première chose, on va dire que c'est de repositionner ce que c'est que l'optimisme. C'est pour ça que je te disais, mais en fait, être optimiste, c'est tous les entrepreneurs finalement doivent l'être en se disant, je suis très consciente de la réalité. Je veux dire, quand je suis patronne d'entreprise, en fait, c'est peut-être d'oser poser les mots. Déjà, parce qu'il y a peut-être du syndrome de l'imposteur derrière. Alors, je pense que Delphine te connaît mieux. Du coup, c'est très difficile à distance. Mais se dire, mais attends, tu as vu ce que j'ai fait? Enfin, il y a plein de gens qui ne l'auront pas fait. Et de ne pas rougir, en fait, de cette notion de réussite. Il y a une deuxième chose, donc, et de redire, en fait, moi, ce que je dis très souvent, et pareil, c'est un peu pour hacker le truc, tu es bien conscient que c'est beaucoup plus facile d'être pessimiste que d'être optimiste. Déjà. Et là, les gens se disent, ah. Donc déjà, tu vois, ça permet de recadrer en disant...
ben, ce n'est pas de la naïveté, c'est un acte de courage aujourd'hui d'être optimiste dans une société profondément malade. Donc, voilà. Et donc, c'est de repositionner très basiquement en disant, mais tu te rends bien compte qu'on est dans une ère de scénario catastrophe. Le pessimisme est bien plus facile, en l'occurrence. Voilà, donc peut-être de repositionner comme ça. Et la deuxième chose, c'est les biais cognitifs. Je ne sais pas, si tu me suis de temps en temps régulièrement, j'évoque Olivier Sibony, qui a écrit plusieurs livres, dont, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est les 40 erreurs de management qu'on fait tous. Et donc, il te parle de tous les biais, en fait. Donc, il y a des biais d'optimisme, mais il y a des biais une nana sur des talons est plus crédible, hein. Ça paraît quand même, on est quand même vachement con quand on y pense, hein. Mais une nana sur des talons est plus crédible. C'est comme ça, en fait. Ça ne se contredit pas. C'est la science qui l'a montré. Et du coup, l'enjeu, c'est d'aller comprendre les biais des autres pour peut-être soi-même utiliser quelques codes. Après, aussi, j'ai envie de te dire, mais qu'est-ce que tu en as à faire? Au-delà de ça, en fait, tu vas l'imposer naturellement. Moi, au démarrage, en plus, je viens du domaine du développement durable, hein. Autant te dire que le domaine du développement durable, tu es vraiment dans des scientifiques, rapport du GIEC lu dans les années, bien avant qu'on en parle et que ça soit à la mode. Les gens, mais je n'assumais pas, hein. Je me disais, mais ils vont tous penser que j'ai pété un plomb. Mais pour moi, l'optimisme était le prérequis, en fait, à la construction de la société. C'est-à-dire que soit je commençais à alarmer tout le monde en disant, attention aux biodiversité, danger potentiel, pandémie, quoi, ce que les spécialistes disaient depuis des années, hein, soit je me disais, il va falloir qu'on agisse, en fait. Donc, c'est aussi ça, le temps te donne raison, en fait. Et puis, laisser passer. Si ça te pose des problèmes pour les clients, derrière, tu donnes des références, tu utilises des biais cognitifs des autres. Je veux dire, ils ont besoin de réassurance. Bon, on va leur donner de la réassurance. Point. Non, en fait. c'est vrai que ça me passe au-dessus, mais c'est vrai. C'est pénible. Ouais. Oui, c'est assez récurrent. Mais après, ce qui est hyper intéressant, c'est que tous mes collaborateurs, en fait, ils sont un peu dans mon état d'esprit. Et c'est vrai que quand on arrive et que, avec Delphine, on va parler d'un dossier qu'on s'appelle Ma Bichette, les gens, ils nous regardent, genre, elles sont tarées, elles ont un problème. Et pourtant, on travaille, mais on peut s'appeler Ma Bichette. Alors pour la petite anecdote, dans tous les gens avec qui je bosse, de toutes les boîtes, je vous ai mis un joli panel de petits logos. Tout le monde m'appelle ma belle, comment ça va ma chérie? Tout le monde, hein, je veux dire, des mecs, patrons d'entreprise du CAC 40. On en est là. En fait, c'est probablement cette notion de simplicité qui, quand tu t'adresses de humain à humain, enfin, toi imparfaite, moi imparfaite, bon, tout va bien. Moi, quelques compétences, toi, quelques autres compétences. Bon, travaillons ensemble. Tous ces codes, on n'en a pas besoin. Et j'ai envie de te dire aussi, les clients que tu as envie d'avoir, c'est ceux qui t'appellent comme ça, en fait. Donc, finalement, c'est un très bon frein à bosser avec des gens relous, en fait. Et il faut surtout l'imposer parce que tout d'un coup, tu te mets à rencontrer que des gens géniaux. Enfin, regarde Delphine, tu vois, on s'est croisés parce qu'on partage juste les mêmes valeurs. Et dans toutes les boîtes, de toutes les entreprises, la dernière fois, je papotais avec une nana responsable marketing d'un des plus grands groupes français. On a commencé par s'envoyer des photos de casques de chantier parce qu'on faisait des blagues et tout d'un coup, elle m'a dit, tiens, au fait, je suis directrice marketing, j'aimerais bien une conférence chez moi. Je veux dire, toute notre conversation avant, c'était des trucs à base de casques rigolos. Et la nana, elle gère des millions de marketing et et en fait ça simplifie les échanges et j'ai envie de te dire mais garde ça. Et puis ceux qui te disent que c'est optimiste, regarde le nombre de boîtes qui survivent à horizon 3 ans, tu vois, tu vois. Donc essaie de recadrer quand même un peu en disant vous êtes bien mignons avec votre pessimisme et pareil, c'est très franco-français, je ne l'ai pas évoqué, mais aux États-Unis jamais tu vois un mec qui vient théoriser, qui est dégarni, expliquer ce que c'est que l'optimisme et le pessimisme alors qu'il n'a jamais travaillé avec le monde de l'entreprise. Aux États-Unis, à l'opposé, tu vois des start-upers, un peu dev perso. Je ne dis pas que ce soit mieux, tu vois, mais c'est juste notre culture française qui te dit qu'on va théoriser que ça fait plus sérieux d'être optimiste. Mais vous êtes bien mignons, les pessimistes. Ouais, si tu bosses dans les datas du développement durable, je suis d'accord. On a besoin de toi. Par contre, si c'est pour rien faire et juste être dans la critique, ou alors en plus te dire, mais c'est parce que tu es une nana que ça marche, parce que ça aussi, ça peut arriver après. Tu vois, non, vous êtes bien mignons, mais stop à un moment donné. Donc, c'est aussi d'infirmer, de réaffirmer en se disant, non, je suis désolée, l'optimisme, c'est pas... En fait, l'optimisme, comment ça s'appelle, le mot opposé à l'optimisme, c'est l'inaction. C'est pas le pessimisme, en fait. C'est l'inaction.
Est-ce que vous avez d'autres questions dans la salle, d'autres remarques? Bon, il y a eu des choses dans le chat, Catherine. Mais dans le chat, il y a effectivement Marie qui dit « Je suis médiatrice en entreprise, je rentre dans les entreprises où l'ambiance n'est pas top. J'essaie de motiver le chef d'entreprise à investir dans l'optimisme, le bien-être. Je m'aperçois qu'il n'est pas aisé de changer les fonctionnements. » En fait, et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'influence. L'enjeu, c'est de rendre normal des thématiques qui ne l'étaient pas avant et d'expliquer à quel point c'est héroïste. J'aime pas dire que c'est héroïste. J'aime pas que le bonheur devienne héroïste parce que pour moi, c'est du pur bon sens en l'occurrence. Donc, ça m'énerve qu'on fasse du bonheur un truc héroïste. Mais la réalité, c'est que la conséquence est profondément héroïste. Et j'ai envie de te dire, on est en train de théoriser le bon sens. Un collaborateur qui se sent bien dans sa boîte, il est curieusement moins malade, plus machin, etc., etc. On est en train de théoriser le bon sens. Mais parfois, on fait des mauvaises actions, enfin, on fait des bonnes actions pour des mauvaises raisons. J'ai envie de dire, si ça fait du bien à tout le monde, bon, ben, allons-y. Mais c'est ça qu'il faut démontrer. Mais je ne sais pas à quel moment on a perdu le bon sens, en fait. Et c'est pour ça que l'influence est importante, en fait, de repositionner en disant, les mecs, c'est normal, en fait. Tu vois, c'est pas... Et on peut vraiment bosser. Nous, dans notre boîte, on a plutôt du surengagement qu'autre chose. J'essaie de les limiter en leur disant, non, mais attends, c'est un jour férié, il est 19h. Arrête! On n'a pas besoin, en plus. Hein. Donc, on a des problèmes inverses. Mais quand les gens aiment bien ce qu'ils font, en fait, et tu peux bien aimer faire des trucs complètement abscons. Hein. Enfin, moi, dans l'équipe, il y a des petites tâches, on se met le cerveau en off et on les fait. Alors que, franchement, ce n'est pas le truc le plus fantasmant du monde, hein, de faire certaines actions, hein, mettre sous pli des trucs. Enfin, bref. Mais en fait, on peut trouver, en fait, c'est pour ça que l'appartenance à plus grand que soi, voilà, peut permettre d'avancer de façon un peu plus rationnelle. Mais il faut, en fait, pour changer les fonctionnements, enfin, pour répondre à Marie, c'est peut-être de leur changer leur algorithme, en fait, en leur disant, non mais attends, partout ça se passe. Tu vois, c'est juste que tu l'as pas vu. Sauf que ceux qui n'ont pas vu le digital passer, moi, pour venir du digital, Delphine le racontait, à un moment donné, j'avais les mecs du luxe qui nous disaient, nous, on ne passera jamais au digital parce que proposer grand public des produits de luxe, c'est enlever la valeur ajoutée du luxe, qui est la rareté, en fait. Et ils me disaient ça, bah, tu parles, ils ont fait de la customisation, machin, mais tout le monde est passé à ça, en fait. Donc, pour moi, ne pas aller vers tout ce qui est QVT et autres, c'est rater un des grands tournants, comme il y en a qui ont raté le digital, qui ratent le développement durable allègrement, qui vont rater la QVT, en fait. Donc, c'est avoir 3 coups d'avance. Donc, on peut aller flatter leur ego en leur disant, non, mais attends, il y a ça qui est un truc, c'est pas des bons outils, mais essaye parce que tu vas être avant-gardiste. Ouais, c'est bien. Bon, pardon, mais je peux papoter pendant des heures. Mais bon, c'est super, Catherine, on adore. Est-ce que vous avez d'autres questions? Avant peut-être qu'on remercie Catherine de son temps et de son partage avec nous. C'est plus cool aussi de papoter entre soi quand on est dans une salle avec des gens qui papotent en virtuel. Donc, voilà, je vous invite peut-être à papoter. Et j'espère avoir planté quelques graines. Voilà, je crois. Merci beaucoup, Catherine. C'était super. C'était notre rayon de soleil normand. Et à très bientôt. De toute façon, nous, on reste en contact. Et puis, on a sûrement un projet l'année prochaine à La Réunion. Donc c'est chouette. Et j'attends toutes les actions incroyables qui ont été mises en place. C'est ça qui déplace le centre de gravité de la norme. C'est parce qu'on leur montre que les autres se disent, allez, nous aussi, on va faire. Ouais, très bonne idée. Merci mille fois, Catherine. Et à très, très bientôt. Je t'embrasse. Bisous, ciao, ciao.